Nous proposons 3 services à nos golfeurs, le club fitting, le club making et ce qu'on appelle le rétro fitting. J'entends par fitting un ensemble d'observations, d'analyses d'un joueur à un instant T. On reviendra à cette notion d'instant T tout à l'heure, qui vont permettre de proposer au joueur ou à la joueuse un ensemble de clubs, un club ou plusieurs clubs qui seront le plus adaptés à ce joueur à cet instant T. Alors je parlais de paramètres observables lors d'un fitting. Si l'on schématise au maximum, il y a 2 grandes familles de paramètres. D'un côté des paramètres statiques qui sont liés à la morphologie du joueur, de la joueuse, qui sont par exemple sa taille, son poids, sa force pure, sa distance, c'est un des éléments clés du fitting de golf, sa distance poignet-sol, qui est un élément important à prendre en considération, notamment pour la longueur des clubs. Et puis il y a des paramètres que l'on va classer dans une famille dynamique, des paramètres dynamiques qui sont liés au swing du joueur et qui sont des paramètres qui sont uniques à chaque joueur. Nous avons tous une façon de swinger le club très différente. Donc c'est la conjugaison de ces 2 familles de paramètres qui me permettra de proposer au joueur à un instant T un équipement de golf le plus adapté à son jeu et à ses objectifs. Alors pour comprendre le club making, je pense que la meilleure façon, la plus simple, c'est de faire un petit détour par l'histoire des clubs de golf. D'ailleurs le mot même de club making vient du nom de club maker, qui était donné en Angleterre au début du golf, au début de l'histoire de ce jeu. Vous aviez sur tous les parcours de golf, finalement, vous retrouviez un club maker attitré au golf en principe. Il y avait même un club maker dédié à Sa Majesté, le roi à l'époque, c'était au XVIIe siècle. Et donc un club maker, son travail c'est donc de fabriquer, to make en anglais, de fabriquer des clubs. Alors pour simplifier au maximum, j'ai pris quelques exemples autour de moi. Un club maker a à sa disposition, pour simplifier, 3 ingrédients. Il y a 3 ingrédients qui composent un club de golf. Ici nous avons un club de golf que j'ai fabriqué récemment pour une femme. Sa couleur rose en témoigne. Nous avons la tête. Alors nous verrons qu'il y a différents types de têtes. Nous avons ensuite ce qu'on appelle un shaft. Et enfin, la partie que l'on tient, que le joueur tient dans ses mains, qui est le grip. Donc 3 composants sur lesquels on peut jouer, avec chacun évidemment un ensemble de paramètres bien spécifiques et qui permettront là aussi d'optimiser chacun des clubs qui composent le sac d'un golfeur. Alors parlons un petit peu de ces fameux ingrédients à disposition du club maker. Nous avons sur cette table différents produits. Nous avons ici, par exemple, nous allons commencer par parler des têtes de fer. Alors, nous avons sur le marché, au-delà des procédés de fabrication et des différents matériaux que l'on peut utiliser, nous avons 3 designs de têtes qui correspondent chacun vraiment à une certaine philosophie. Nous avons historiquement la lame, ce qu'on appelle vraiment la lame, la blade en anglais, muscleback aussi, on retrouve ce terme, qui sont un type de fer qui ont été joués historiquement pendant très longtemps par tout type de joueurs, qui sont aujourd'hui plutôt réservés aux professionnels et aux très bons joueurs amateurs. Nous avons un deuxième design qui est apparu à la fin des années 90, qu'on a surnommé des cavity back, cavité à l'arrière du club, donc des clubs qui sont effectivement designés dans l'esprit de rabaisser le centre de gravité du club, ce qui a pour avantage, on en reparlera, d'améliorer ou en tout cas de faciliter la levée de balle, d'avoir des trajectoires plus hautes plus facilement. Et puis, au début des années 2004-2005, je dirais, sont apparus, dans la poursuite de cette logique de rabaisser au maximum le centre de gravité des clubs, ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais des Game Improvement Heads, donc des têtes qui permettent d'améliorer ou en tout cas de faciliter le jeu, qu'on appelle aussi des Undercut Cavity, puisque ce sont des cavités très profondes avec une semelle très large, facilement reconnaissables. Ce sont des clubs très faciles à jouer, qui donc rabaissent au maximum le centre de gravité, qui augmentent aussi en même temps le moment d'inertie de la tête, et qui permettent donc de faciliter au maximum le jeu. Alors, il n'y a pas de monde parfait, chacun de ces 3 designs comporte des avantages et des inconvénients. Si on les passe rapidement en revue, on pourrait dire que la lame, qui est toujours affectionnée par les très bons joueurs et par les professionnels, a pour avantage certain de procurer une sensation de jeu très agréable, une frappe pure, on pourrait dire. A pour avantage aussi
non négligeable ce qu'on appelle le feedback. Le feedback, c'est le fait que, on le dit souvent, que ces clubs ne pardonnent pas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'une lame, lorsqu'elle est bien frappée, procure immédiatement une sensation justement de coup parfait. On a la sensation d'avoir fait un coup parfait et d'être récompensé. En revanche, dès lors que le joueur ou la joueuse ne centre pas parfaitement sa balle sur cette tête de club, il sera automatiquement sanctionné. Donc ça, c'est un inconvénient de jeu. Mais le bénéfice de cette sanction, c'est aussi de se dire j'ai fait un mauvais coup et je comprends pourquoi j'ai fait un mauvais coup. J'ai tapé la balle trop ici ou trop là, etc. En revanche, donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient de ces Game Improvement Heads. Avantage, c'est qu'elles sont faciles à jouer à peu près, et elles pardonnent beaucoup plus, que l'on tape la balle ici ou ici ou ici, on aura un coup à peu près correct. En revanche, l'inconvénient de jeu, j'ai envie de dire, c'est que justement, on n'aura quasiment pas de feedback, et qu'un joueur pourra peut-être développer un défaut de swing, sans même s'en rendre compte. Autrement dit, il fera des coups très proches, très similaires, mais parfois pourtant, un de ces coups aurait dû être sanctionné, et donc il n'y aura pas ce feedback. Voilà. Donc tout dépend ici de l'état d'esprit du joueur. Un joueur qui cherche vraiment la performance et qui cherche à améliorer son swing aura plutôt intérêt à jouer avec des lames, donc avec cet aspect sanction-récompense. Un joueur qui cherche une grande facilité de jeu et qui ne se prend pas la tête avec l'idée de swing et de performance et de répétition aura plutôt intérêt à se diriger vers ce type de club. Nous avons ensuite, bien sûr, au-delà des fers, nous avons ce qu'on appelle des bois puisqu'ils étaient faits en bois historiquement. Aujourd'hui, le bois a quasiment disparu. Nous avons aujourd'hui des bois en métal ou en titane qui sont fabriqués pour beaucoup en Californie, au Japon, en Chine bien sûr, mais le titane est un composant clé des années 90 qui est venu de l'aérospatiale, qui a permis de considérablement alléger le poids des faces, ce qui a permis d'augmenter le volume. Nous avons ici une tête de driver moderne qui fait un volume de 460 cm3. Alors une tête, les caractéristiques d'une tête au-delà de son volume, ce sera bien sûr ses alliages, le type de composant utilisé, ce sera je dirais sa largeur de tête, ce sera aussi sa hauteur de face plus ou moins importante, et enfin sa longueur de la face jusqu'à l'arrière du club, qui permettront aux fitters et aux clubmakers d'essayer d'adapter certaines trajectoires. Enfin, nous avons l'hybride qui est un type de club qui est apparu à la fin des années 90, début 2000, qui est venu s'insérer entre le fer et le bois. Il porte bien son nom, hybride, un petit peu l'un, un petit peu l'autre, et donc un type de joueur que l'on retrouve aujourd'hui de plus en plus dans les sacs des joueuses, des femmes, puisque ce sont des clubs assez faciles à jouer, mais que l'on retrouve aussi dans les sacs de très très bons joueurs, de plus en plus. Donc c'est un club qui a pas mal révolutionné l'industrie de l'équipement de golf. Nous avons ensuite un deuxième composant clé sur un club de golf qui est le shaft. Alors les shafts étaient historiquement en bois, en hickory, qui ont été remplacés dans les années 1930 progressivement par l'acier. L'acier qui, de par sa structure moléculaire, je dirais, est un composant beaucoup plus rigide que le bois, qui est beaucoup moins sensible notamment aux aléas d'intempéries et d'humidité, etc. Et l'acier qui est donc rigide, plutôt lourd, qui permet d'avoir des contrôles, de contrôler ses trajectoires beaucoup plus facilement que le bois, mais qui a pour inconvénient sa lourdeur et sa rigidité. C'est la raison pour laquelle les fabricants aujourd'hui misent tout particulièrement sur le graphite, qui est un composant lui aussi qui a révolutionné beaucoup l'industrie du golf. Le graphite qui est apparu dans les années 95-2000, qui s'est considérablement développé, qui a pour avantage sa légèreté. Aujourd'hui on trouve des shafts en graphite pour les drivers qui vont aussi bas que 45 grammes, lorsqu'on sait que l'acier aujourd'hui descend à 80-85 grammes au mieux. Donc le graphite peut descendre à 45 grammes, donc sa légèreté. Qui dit légèreté dit plus de confort, plus de facilité, plus de vitesse de swing. C'est la raison pour laquelle on retrouve ce type de shaft sur quasiment tous les clubs, des joueuses, des juniors, de beaucoup de seniors qui passent au graphite, mais aussi de très bons joueurs qui peuvent avoir intérêt à jouer ce type de composant. Enfin, troisième ingrédient à ne pas négliger, qui est souvent négligé par les joueurs,
c'est dommage, c'est le grip. Alors les grips, nous avons une palette de coloris bien évidemment aujourd'hui considérable. Au-delà des coloris, nous avons surtout des tailles différentes qui vont correspondre aux tailles des mains des golfeurs. Moi, je vois très souvent des golfeurs qui ont des grips soit trop petits, soit trop épais. Attention, cela peut avoir une incidence très importante sur vos trajectoires. Nous avons des matériaux qu'on peut diviser en 3 catégories. Il y a des matériaux doux, plutôt souples, soit pour des gens qui ont effectivement qui aiment tout simplement la douceur de ce matériau, soit particulièrement adapté par temps sec l'été. Nous avons l'opposé qui sont des grippes cordes. Il y a de la corde effectivement qui est insérée à l'intérieur, qui seront plutôt adaptées l'hiver par temps de pluie, et à mi-chemin entre les deux, un hybride, doux sur sa partie basse et rigide sur sa partie haute. Nous avons ici un grip de putter, je parlais de taille de grip, ici nous avons vraiment ce qu'on appelle un jumbo pour un putter, qui a l'extrême avantage d'empêcher un tout petit peu d'avoir trop d'action des poignets pendant le mouvement, et donc d'avoir parfois de meilleures trajectoires au putting. Alors le club making, pour conclure, nous allons dire que finalement c'est l'aboutissement d'un bon fitting, c'est-à-dire une fois que le fitting a été fait, une fois qu'on a défini avec le joueur l'ensemble des paramètres qui permettront d'optimiser son jeu ou de faciliter son confort de jeu, le club maker doit pouvoir fabriquer un club ou plusieurs clubs qui permettront justement de tendre à la perfection, d'essayer d'être le plus près possible de l'ensemble des paramètres qui ont été définis lors du fitting. Alors le rétrofitting, c'est en fait prendre le club ou les clubs du golfeur et tenter de les améliorer en partant de ce que nous avons à disposition. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple un driver d'un golfeur et essayer à partir de ce club préexistant de le configurer différemment pour tenter d'optimiser le jeu du golfeur.